Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus, merci d'être là. Le but de cette conférence aujourd'hui, ça va être de vous parler d'un outil qui s'appelle Git-Butler. Alors, Gitflow c'est bien, Git-Butler c'est mieux, c'est un titre un petit peu accrocheur. Le but, c'est de voir qu'est-ce que nous amène ce nouvel outil qui est en version bêta. On va vous démontrer un outil en version bêta, mais qui reste utilisable en production. Yann Thomas l'utilise au quotidien. Donc, on va vous montrer ce qu'il peut vous apporter dans vos équipes dès maintenant et ce qu'il nous promet pour l'avenir. Avant de commencer, on va essayer d'apprendre à se connaître. Donc, une première question. Qui utilise Git dans la salle? Merci. Et qu'est-ce que vous faites là? Pardon. Qui en utilise plus de 20 commandes? Au quotidien. Ah bah ça fait déjà beaucoup moins de mains. Ouais. Ok. Qui utilise un GUI? Tous les autres, c'est le terminal? Vous mentez. Et qui utilise Gitflow? Ok. Pas mal de monde déjà. Gitflow ou un Gitflow? Ou un flow? Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ok. Donc il y a quasiment tout le monde qui utilise un flow, mais Gitflow, c'est 60% à peu près. Donc du coup, les chiffres clés autour de Git. Alors, on a un outil qui a 20 ans. Le premier commit a été fait il y a maintenant 9 jours, il y a 20 ans. Donc on peut aller le voir, on peut aller voir, c'est documenté, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, comment on utilisait Git, c'est très intéressant. Git, c'est 100 millions de développeurs qui utilisent GitHub juste, donc on ne parle pas de GitLab, on ne parle pas des autres implémentations, Bitbucket, etc. Dans Git, on a 82 commandes usuelles, c'est les commandes qui font partie des 20 que vous aviez probablement en tête maintenant. Donc 82 commandes par rapport aux 20 que certaines utilisent, vous voyez qu'on n'est déjà pas en train de couvrir la totalité du spectre. Et en plus de ça, on a 63 commandes qui sont internes, qui faisaient partie des premières commandes qui étaient utilisées à l'époque sur les premiers commits. Mais on est loin de connaître vraiment bien Git, et ça fait partie des difficultés de l'outil. Ça, c'est une petite image pour vous montrer l'ensemble des commandes. Donc, on a vite fait d'être noyé si on veut essayer de les utiliser toutes. Si vous en repérez quelques-unes que vous connaissez ou quelques-unes dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est normal, c'est vraiment la jungle. Alors, avant de parler de Git-Butler, on va parler des stratégies qui emmènent au flow, en fait. Il va y avoir donc, des stratégies de gestion de branches. Aujourd'hui, Git, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est assez libre, c'est chouette. Et en fonction de ce qu'on souhaite faire, on va voir donc, des stratégies de commit, des commits conventionnels avec des nommages, des messages clairs forcément. On va avoir de la simplification de la lecture au niveau de l'historique. On ne va pas faire toujours les mêmes noms, etc., etc. On va avoir des conventions pour la release. On va partir d'une branche donnée, on ne va pas partir de n'importe quelle branche. On est d'accord? On va avoir des merges, forcément. Pareil, pour les merges, on ne va pas partir de n'importe quelle branche vers n'importe quelle branche. On ne va pas merge n'importe quoi dans n'importe quoi. Le rebase, bah, j'en parle même pas. Il y en a beaucoup qui en ont peur ici. Non? Tout va bien? Merge rebase, vous êtes à l'aise? Vous êtes à l'aise entre le merge et le rebase? C'est normal. Ok, cool. Donc les Gitflow, vous les connaissez, on les introduit très très rapidement, c'est histoire de remettre en contexte pourquoi on en arrive à Git-Butler. Donc le Gitflow générique, encore une fois, vous repérez la branche main, vous repérez la branche develop, vous avez des features qui partent de develop, qui rejoignent develop, vous avez develop qui va donner des releases, et vous avez des releases qui vont être intégrées finalement dans main pour pouvoir partir en production. C'est assez standard, sachant qu'on peut dériver de ce Gitflow-là. Notamment, on peut aller vers un GitHub Flow, GitLab Flow aussi, qui existe, où là on va être plus sur une branche principale qui va partir en production, et puis on va avoir des features, des fixes qui vont partir de cette branche, qui vont rejoindre la branche principale, qui vont partir en production. Donc on va être sur un cycle de release beaucoup plus fréquent, d'accord. Donc comme le disait Yann Thomas à l'instant, tout ça va dépendre de notre stratégie produit, de la stratégie d'entreprise, quel workflow on va utiliser, ce workflow ayant pour objectif de nous sécuriser. Donc les flows, c'est chouette, ça a des forces, parce que on va structurer notre travail, on va travailler de façon claire, on va normaliser les process. Quel qu'on soit un dev junior ou un dev senior, on fera tous la même chose. Donc ça, c'est plutôt chouette. Idéalement, l'historique deviendrait le changelog, mais c'est un vœu pieux. On est d'accord que c'est très compliqué, et on va voir que ça va changer.
Dans les faiblesses, alors les faiblesses d'utiliser un guide flow, l'adaptation à la stratégie d'entreprise. Comme on le disait, tous les flows ne sont pas adaptés à toutes les entreprises en fonction de si vous avez des releases qui sont fréquentes, si vous avez des releases une fois par trimestre, si vous avez des cycles courts, des choses comme ça. Le workflow le plus adapté ne va pas être le même pour tout le monde. La connaissance de Git est quand même requise. Malgré tout, on ne peut pas mettre un guide flow dans les mains de tout le monde. Vous connaissez tous les problématiques de montée en compétences des juniors qui arrivent dans l'équipe. Il faut apprendre Git de base avant de pouvoir passer sur du Git flow, histoire de ne pas faire de bêtises déjà. Comment on arrive à se sortir des situations qui sont un petit peu délicates. On perd des commits parfois, voilà, on n'est pas sur la bonne branche, j'ai commit au mauvais endroit, j'ai poussé la mauvaise branche, etc. Donc il y a quand même une connaissance de base à avoir. Et finalement, cette structure que nous apportent les flows nous apporte aussi un manque de souplesse. C'est-à-dire que le changement de contexte auquel on va tous être contraints au quotidien, eh bien, il va être rendu compliqué par ces workflows. On va être sur une branche, on ne va pas pouvoir committer, comme disait Yann Thomas à l'instant, parce qu'on est sur la mauvaise branche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des stratégies, on va se tâcher, on va committer, on va cherry-picker, etc. Vous connaissez probablement tous la plupart de ces commandes, mais vous avez conscience de la complexité au quotidien. Dans la vie réelle, comment ça se passe? C'est des changements de contexte permanents. On est d'accord, hein, c'est ce qui se passe. Un client arrive, il nous dit non, mais finalement, la priorité, elle n'est plus là, elle est là. On veut peindre le mur, on ne veut plus le construire. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Mais je pense que vous l'avez tous vécu, hein. C'est tiré de la vie réelle. Donc les difficultés du quotidien, eh bien, le manque de connaissances de Git, on en a parlé, la montée en compétences, elle n'est pas évidente, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas en faire l'économie surtout. Les restrictions des workflows, on en a parlé aussi. On s'est mis des barrières pour se sécuriser, mais ces sécurités vont nous entraver un petit peu au quotidien. Et puis le changement de contexte qui n'est pas facile, mais qu'on est obligé de faire. On est obligé de changer de contexte, de switcher. Je suis sur une feature, on m'appelle pour un fixe, on m'appelle pour une analyse, il faut reproduire un bug. Ça, c'est en permanence. Ça, c'est exactement les objets qu'essaye d'adresser Git Butler. Et tout ça, c'est fini, les problématiques, grâce à Scott Chacon. Qui connaît Scott Chacon? Pas grand monde. Pas grand monde. Donc c'est le cofondateur de GitHub. Rien que ça. Donc c'est pas personne. Donc lui, il a cofondé Git Butler, qu'on va vous présenter là. C'est un Git évangéliste, il est ultra connu dans le monde de Git. C'est un orateur qui promeut Git. Il est écrivain également, il a écrit le livre Pro Git. Et il est également mainteneur du Git SCM, que je pense que vous avez tous lu au moins une fois dans votre vie. Le site. Voilà. On va passer à la démo. Alors, pour commencer, on va travailler sur un site qui s'appelle NGBaguette. Ce serait bien que tu nous le présentes, que tu nous montres un petit peu de quoi il est. Donc, on va parler de NGBaguette. C'est notre titre de démonstration. NGBaguette, c'est une conférence qui va avoir lieu le 24 mai à Nantes, qui tourne autour d'Angular. Si vous avez des questions par rapport à cette conférence, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis un des organisateurs. Donc là, tu as le projet qui a été cloné en local. Tu étais en train de travailler sur des features. Exactement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour la démo, je vais ajouter notre talk dans NGBaguette. Alors, c'est pas le but, hein, on est d'accord que c'est pas de l'Angular, donc on le présentera pas, mais voilà. Donc j'ai quelque chose en cours, et je suis sur un GitHub Flow standard avec une branche de feature, qui est mal nommée, mais peu importe, et une branche main, donc ma target. Ok. Donc ça, ce projet, on va pouvoir l'ouvrir à l'intérieur de Git Butler. On part sur un point de départ du quotidien d'à peu près tout le monde ici. On travaille sur un Git Flow standard. Et là, on essaye d'utiliser l'outil à partir d'un projet existant qui est sur le local. Donc ça, c'est Git Butler. Je viens de le lancer. Il est déjà configuré avec mon utilisateur. Quand je lance Git Butler la première fois, il va me demander de me connecter avec GitHub. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il y a une partie GitLab. Une fois qu'on est là, on va pouvoir soit cloner, soit ajouter un repo local, soit aller dans la documentation. Nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est aller dans le repo local. Je vais aller dans mon petit dossier de démo. Ici, ce qu'on va voir, ce qui est important, c'est... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien? Pas trop petit. Non? Il faut le dire. C'est mieux? C'est une web app, hein, du coup, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, du coup... La première branche, c'est la target. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on avait en main dans les GitHub Flow ou dans le Git Flow. Alors, c'est pas adapté à Git Flow. C'est pour ça que le titre, il était Git Flow, c'est bien, Git Butler, c'est mieux. On s'expliquera au fur et à mesure du temps. Ensuite, on va pouvoir activer de l'IA ou pas. C'est pas une obligation. Alors, moi, je vais pas le faire pour la démo, mais on peut. Et bien sûr, il faut qu'on ait GitHub. Ensuite, il y a toute la partie Git. On est obligé d'avoir Git, logique.
Et enfin, me voilà sur mon projet. Là, ce qu'on voit sur ce projet, c'est que j'ai un nom, Devox, j'ai une target, c'est main, j'ai mon workspace dans lequel je suis en train de travailler. J'ai déjà une branche qui s'appelle New Speaker, qu'on voit ici, dans lequel j'ai un fichier qui est en cours de modification, mais qui n'est pas commité, et j'ai déjà un commit qui a ajouté les speakers. Voilà où j'en suis dans mon travail. Donc là, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on a récupéré le contexte de travail qu'on avait à l'instant. On est en mesure de visualiser ce qu'on avait en termes de branches de travail, et on voit que Git Butler a repris exactement l'identique, notre contexte de travail, et qu'il nous montre ce qu'on peut avoir en remote éventuellement dans la target, et il utilise une notion de workspace. Du coup, la notion la plus importante pour commencer avec Git Butler, c'est la notion de branche virtuelle. En 2 mots, le système de branche virtuelle, il va nous permettre d'appliquer plusieurs branches en même temps. C'est-à-dire que le changement de contexte dont on parlait tout à l'heure, le fait d'aller sur une branche A, sur une branche B, de mettre de côté, de stacher, de commiter, d'annuler les commits, etc., normalement c'est terminé. On va pouvoir travailler et ensuite décider sur quelle branche ça ira. Est-ce qu'on a une branche, 2 branches, 3 branches en même temps? Quelle branche on applique? On va vous montrer ça. Donc là, avec un premier changement. Donc le premier changement, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a une nouvelle branche qui est apparue. Moi, j'ai rien créé, j'ai juste lancé un outil et j'ai une branche Git Butler /workspace qui est arrivée. Cette branche, c'est un espèce d'agrégat de toutes les branches que moi je vais appliquer dans mon dossier local. Mais tout ça, c'est automatique, c'est magique. Moi, je ne la connais pas et elle ne sera jamais committée. Enfin, pushée, pardon. On vous montre un peu l'arrière du décor là, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'intérieur de l'IHM de Git Butler. Donc là, le premier modif, on peut partir sur quelque chose d'assez simple et de visuel. Vous avez vu le site qui a une couleur violette sur le bandeau. On va juste changer la couleur. On va se dire que tiens, en ce moment, la mouvance, elle est plutôt dans le bleu. On aimerait un truc un peu plus bleu que ça. Donc on change la couleur, en plus de la modif qu'on a fait à l'heure actuelle. Donc pour changer la couleur, moi, c'est assez facile. J'utilise Tailwind. J'ai un thème. Je vais juste changer la couleur primary. Une fois que j'ai fait ça, la couleur a bien changé. Jusque-là, il n'y a rien de foufou. Ce qui est intéressant, c'est quand on revient dans l'outil Git Butler, normalement, on n'aurait pas dû faire ça. Ce qu'on aurait dû faire, c'est stash, changer de branche, revenir dans main, créer une nouvelle branche, faire ma modif, commit, envoyer, etc. Donc beaucoup de travail en fait, de boilerplate qui ne sert pas à grand-chose. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai juste à faire glisser, déposer. Fini. Là, on est en train de créer une branche. Mais cette branche, elle n'a pas d'existence encore réellement pour Git en lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une branche qui a pour objet nécessairement d'être poussée. Vous voyez d'ailleurs, il y a un nom temporaire, elle s'appelle en bas YLM branche 1. Donc elle a un nom complètement temporaire qu'on peut changer à n'importe quel moment. On peut rentrer en saisie dedans et puis taper. Bref, le workflow devient, je fais le travail que j'ai besoin de faire, une évolution graphique, du wording, peu importe, et ensuite je vais décider, ce commit, il va dans telle branche, plutôt dans telle autre, ou plutôt il va aller là, ou plutôt il va aller en dessous de celui-là, avant celui-là, après celui-là. Et ça, je peux le faire après. Je me contente d'appliquer les branches dont j'ai besoin à un instant donné. Tu veux nous montrer un peu les manips de commit? Ouais. Du coup, je vais committer. Pour committer, c'est comme n'importe quel GUI. On n'est pas perdu. Mon commit. Bon, après, on mettrait un changement de couleur. Et on commit. C'est là aussi où l'intégration IA peut intervenir sur l'active. On a la possibilité de lui demander de générer des messages de commit automatiquement. Alors avec tous les settings qui peuvent aller avec, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre les réglages du contexte de l'IA qui est derrière pour pouvoir générer automatiquement de telle ou telle façon votre message de commit. Du coup, ce qui est notable avec cette implémentation-là, en comparaison des autres GUI que vous pouvez utiliser d'habitude, c'est que les autres GUI, vous le voyez, sont calés sur le fonctionnement de Git ou du Git flow que vous utilisez. Généralement, on a une surcouche graphique qui va nous permettre de créer une branche, qui va nous permettre de committer, qui va nous permettre éventuellement de cherry-picker, qui va nous permettre de faire les différentes fonctions. On est toujours calé sur le mode de fonctionnement de Git, une branche à la fois. J'avance sur ma branche, je change de branche. Si jamais j'ai des conflits, je me retrouve dans un état de conflit, il faut résoudre les conflits avant d'aller plus loin. Là, on s'abstrait un petit peu de ce mode de fonctionnement-là en étant dans un système de branches virtuelles à l'intérieur d'un espace Git Butler. Entre guillemets, en fait, on n'a plus besoin de connaître Git. On a la notion de commit, on a la notion de push, mais on est d'accord que la branche en elle-même, c'est un outil graphique qu'on utilise, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, c'est magique.
Donc mettons qu'on ait une autre modification dont on a besoin, on a reçu une demande des métiers, il se trouve que le wording sur le site n'est pas à leur convenance, on parle de speaker à l'intérieur du menu, ils voudraient plutôt sur la version française, puisque c'est un site qui est bilingue, on parle plutôt d'orateur, oratrice, alors on va essayer de changer en orateur par exemple, donc on change un wording histoire d'avoir quelque chose de visuel. Donc ici, en fait, j'ai gardé speaker en langage français. On va dire qu'on est plutôt des orateurs, hein, comme c'est noté en plus en titre. Et c'est ici. Donc, bon, après, peu importe hein, comment c'est écrit. On voit que la modif est bien appliquée. Ce qui est intéressant, c'est que on va vous montrer qu'on peut aussi faire des choses différentes. Par exemple, on peut enlever l'application d'une branche, alors qu'il y a des choses en cours. J'ai rien commité, et je vais une apply. Si je regarde, mes modifs ont disparu, speaker est bien revenu, et la couleur a disparu. Par contre, on a conservé orateur. On a conservé orateur. Donc ce système est intéressant, vous pouvez appliquer, désappliquer des branches à peu près dans n'importe quel ordre. Vous pouvez leur ordonner, et surtout à un moment donné, vous allez pouvoir choisir cette branche-là, c'est la branche par défaut sur laquelle je suis en train de committer. Ce qui veut dire que tous les autres commits que vous allez faire par défaut vont se retrouver à l'intérieur de cette branche. Par défaut, ça ne veut pas dire que c'est un choix définitif, vous pouvez après déplacer vos commits comme on l'a vu. Ici, on voit aussi que quand il a enlevé l'application de cette branche, il a quand même fait un commit sur la branche pour la garder en local. Donc là, j'ai une notion de Git Butler Work in Progress Commit, qui ne veut rien dire. On est d'accord qu'on ne devrait pas avoir, qui n'a aucune convention. Mais quand on le replie, en fait, il est capable de prendre ce commit intermédiaire et me le restacher et me le remettre quelque part en mode il n'est pas commité. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on voit en haut à gauche sur le workspace qu'on a une notion d'update? Alors, oui, je peux l'expliquer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je travaille, on est d'accord que on travaille pas seul. Il y a quelqu'un qui a fait une modification sur un repo distant, qui a fait sûrement une PR, hein, tout simplement. Il a validé sa PR, il a mergé, et puis moi, j'ai quelque chose à récupérer. Donc en fait, ça, je peux le faire à la main en cliquant sur ce bouton, ou bien c'est fait à intervalles réguliers sans que j'ai rien à faire, comme là, en fait. Donc là, je vois tout de suite qu'il y a quelque chose à faire. Donc je me dis, bon, je suis en cours de travail, mais c'est pas grave. Et je vais update. C'est là la grosse plus-value, c'est qu'avant de faire l'action, je vais voir déjà qu'il va y avoir un impact. Alors déjà, j'ai la notion de rebase, merge, etc. Je vais pouvoir choisir. Moi, je vais rester sur rebase, le par défaut. Mais là, j'ai une notion que sur ma branche fixe, il va y avoir un conflit. En vrai, ce qu'on ferait dans 80% des cas, c'est ah bah non, mais j'avais pas commité, c'est pénible. Là, on peut y aller les yeux fermés en fait. On voit que le conflit, il est bien noté. Pour autant, mon application, elle n'est pas cassée. Alors le fond a changé hein, parce que quelqu'un a mis du vert à la place du bleu. On n'a juste pas les mêmes goûts, mais ça, c'est une histoire de style. Mais ici, je peux continuer à travailler. Donc, par exemple, orateur. Et en fait, si je regarde bien, le pire, c'est que le orateur, il est toujours là. C'est-à-dire que le commit qui est en conflit n'est pas appliqué, mais tous les autres sont toujours là. On a toujours nos speakers en bas. On a toujours nos speakers en bas. C'est magique. Comment on va résoudre ces conflits? Parce qu'on est d'accord, on a des conflits, c'est cool, mais maintenant, il faut les résoudre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a un petit bouton qui s'appelle Resolve Conflit, qui va m'ouvrir un menu, qui va me permettre d'ouvrir le fichier en conflit, qui va me montrer donc, les problématiques. Moi, je vais garder Aquamarine pour l'exemple. Et quand je vais revenir dans Git Butler, je vais pouvoir lui dire Save and Exit. Le conflit il est résolu. Il va être de nouveau appliqué. On est de nouveau en bleu. Pas plus compliqué. Et toute la partie rebase, si vous avez fait un rebase déjà sur un conflit qui a lieu dans le premier, on est censé les résoudre dans chacun, c'est assez pénible. Là, c'est automatique. Et je ne sais pas si vous avez noté, au moment où on a eu la petite pop-up avec la notion de rebase, toutes les branches qu'on a pu ouvrir à un moment donné, il nous propose de toutes les rebase, c'est-à-dire qu'il va toutes les faire avancer au dernier niveau de ce qu'on a récupéré du remote, c'est-à-dire que je récupère tous les changements, et les conflits, s'il y en a, sont absolument pas bloquants. Je peux continuer à travailler sur tout ce qui n'est pas en conflit, je vais pouvoir committer, je vais pouvoir soumettre des PR, je vais pouvoir continuer à avancer, et à un moment donné, lorsque ce sera le moment, lorsque ce sera le sujet, résoudre le conflit. Se poser la question de ce fameux vert, le fameux mauve, qu'est-ce qu'on fait? On va revoir le métier, on va acter, quel va être le choix qui va être pris. Alors, je ne vous ai pas montré, mais tant qu'on est en conflit, bien sûr, on ne peut pas pousser, ce qui est logique, parce qu'il y a on est en conflit, quoi. GitHub, lui, il n'a pas toute cette partie-là, donc il ne peut pas gérer. Donc on ne peut pas pousser, il y a quand même une limitation.
Du coup, est-ce que tu peux nous parler des conflits locaux maintenant? Tu pourras avoir des modifications qui vont t'empêcher d'aller un petit peu plus loin. Alors avant, je vais quand même committer ce truc-là. Donc Git Butler, moi je suis en train de travailler dessus depuis un petit moment maintenant, mais j'ai fini. Donc idéalement, en fait, c'est en ajoutant le nouveau speaker que je vais ajouter la partie Git Butler. Pareil, ça va être juste un glisser-déposer, et je vais pouvoir le mettre dans le commit d'avant, sans me poser de questions. Tout est fait pour moi. Alors là, il y a une notion de par défaut. On voit en haut que celui qui est en bleu, c'est celui qui est sélectionné. Si je fais des modifications, ça devrait arriver là. Or, dans les autres commits, j'ai modifié des fichiers qui vont être verrouillés pour éviter les problématiques de merge plus tard. Donc, si jamais je modifie un fichier, donc par exemple celui-là, que je rajoute une couleur, par exemple, ou je change le neutral, quand je reviens, alors qu'il devrait apparaître ici, je m'aperçois qu'il est dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit cadenas qui est apparu qui me dit « Attention, vous avez déjà modifié le fichier là, potentiellement il va y avoir un merge compliqué, donc je ne vais pas m'embêter. Plutôt que de poser potentiellement des problèmes, on va les éviter en amont. Moins de conflits. » Alors ça va un peu plus loin, on pourrait avoir ce genre de système où on pourrait avoir des branches dépendantes. Pour avoir des branches dépendantes, il faut cliquer ici et on peut créer la branche dépendante. On ne rentre pas dans ce détail, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions par rapport à ça. On peut même faire des branches dépendantes de branches dépendantes, donc on peut aller très très loin à l'intérieur du système. Là encore, n'oublions pas, c'est un outil qui est en bêta depuis 1 an. La 0.12 est sortie il y a 1 an, là on est sur une 0.14. Pour autant, il reste utilisable. Toi, tu l'utilises en production au quotidien. Ouais. Donc c'est un outil à qui vous pouvez donner une chance dès maintenant. Ok, donc ça c'est pour les conflits. On a une fonctionnalité aussi qui est intéressante, je trouve, à voir, c'est la notion d'historique. Tout ce que vous faites en fait à l'intérieur de Git Butler va être enregistré. Il va stocker toutes les informations à l'intérieur du point Git, le fameux répertoire qui est la base de données de Git. Donc tout va rester standard. Et ça lui permet entre autres d'implémenter des choses qu'on n'a pas de base à l'intérieur de Git, notamment un historique. Il va loguer toutes les commandes qu'on va réaliser, toutes les créations de branches, les fusions, les choses comme ça. Et il va nous permettre de revenir en arrière. Un peu comme un time machine, il va nous permettre de reverse un certain nombre des actions qu'on a réalisées. Donc si à un moment donné, vous avez quelqu'un de junior dans l'équipe qui s'est mis en danger, qui a fait des choses un petit peu folles, on a la possibilité de relire l'historique ensemble, puis on a la possibilité de revenir à un moment où finalement l'état était plus correct. Et c'est là où c'est super chouette, c'est qu'en fait, cette fonctionnalité, c'est juste un bouton. Et on a déjà tout. Donc tout ce que j'ai fait depuis qu'on parle est là. Je peux faire un revert de n'importe quelle partie. Alors je ne vais pas le faire, mais on peut. Une autre question qui serait intéressante d'aborder aussi, ce serait la notion de fonctionnement hybride. C'est-à-dire, actuellement, toi, dans ta production au quotidien, tu utilises Git Butler, mais malgré le titre, Git Butler, c'est mieux que Git Flow. Parfois, on n'a pas le choix. Le reste de l'équipe utilise un workflow, par exemple le Git Flow, sur lequel on s'est mis d'accord. C'est ce qu'on pousse, c'est ce qu'on va gérer dans le repo central. Mais ça ne m'empêche pas en local d'utiliser Git Butler avec son système de branches virtuelles. Seulement, quand je vais pousser en respectant le Git Flow. Comment tu t'y prends, toi? Alors pour faire ça, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi en target Develop. Déjà, j'ai pris comme act Develop, c'est ma target. Donc je vais faire toutes mes features à partir de Git Butler. Par contre, dès que j'ai un hotfix, heureusement, ça n'arrive pas souvent, il va falloir que je sorte de Git Butler pour pouvoir appliquer le Git Flow. Pour faire ça, on a vu en réalité, tout ce que ça fait, c'est rajouter des choses ici. Moi, rien ne m'empêche de revenir par exemple sur main. Donc on va faire ça. Git switch, main. Là, il se passe quelque chose dans Git Butler, il me dit attention, tu n'es plus sur une branche Git Butler Workspace, moi je ne sais plus travailler avec toi. Pour autant, si tu veux, je peux faire le switch pour revenir en arrière. Mais là, rien ne m'empêche de créer ma branche, de faire mon hotfix et de faire tout ce qu'il faut avec les commandes. Par contre, on revient dans le problème avant, il faut connaître Git. Et là, ce qui est important à dire, c'est qu'on n'a pas quitté le Git Butler de manière définitive. Vous voyez le bouton, si vous le voyez bien, le Go Back to Git Butler Workspace, du moment que mon répertoire de travail est propre, que je n'ai rien de dirty à l'intérieur du répertoire, il va pouvoir réinitialiser, il va refaire un check-out grosso modo de la branche Git Butler dans le Workspace, et je vais retrouver mon espace de travail. Alors comment il s'y prend derrière? En 2 mots, sans aller trop dans les détails, on pourra en parler après si vous voulez. Il va gérer un espèce de commit fantôme, donc toutes les branches virtuelles que je vais ouvrir, sur lesquelles je vais committer, organiser des commits, ça va donner un commit résultant de l'application de toutes ces branches-là, et ça devient le commit
de la branche workspace sur laquelle je suis. Donc en fait, il refait des commits derrière moi, de manière un petit peu en arrière-plan, transparente. Et si je quitte cette branche avec ce dernier commit, il me dit stop, là pour l'instant je te laisse faire, et soit tu veux désinitialiser le projet, quitter Git Butler définitivement, je peux toujours revenir en arrière et décider que cet outil n'est pas pour moi, soit on se remet en mode gestion Git Butler avec le système de gestion des branches virtuelles. Est-ce qu'on ne leur montrerait pas le flow? On peut montrer le flow, ouais. Tu veux dire deux mots sur l'intérêt déjà du flow, ouais. Git Butler Flow? Donc en fait, plus qu'un GUI classique, Git Butler va aller jusqu'à créer un flow inhérent à cet outil. Ce flow a comme intérêt de se plugger au-dessus de ce qui existe déjà, donc à savoir les merge requests, les pull requests. L'idée, c'est pas de réinventer la roue. Par contre, on a dit tout à l'heure que le changelog est quelque chose d'idéal qu'on devrait avoir en historique de commit, mais on ne peut pas aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce que typiquement, on a une PR, on a un retour, on va refaire un commit. Et puis on va refaire un commit, puis on va refaire, etc. etc. Là, l'idée, c'est qu'on va voir la chose différemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver sur une interface qui ressemble à ça. Alors, je ne vous le montre pas avec le projet démo qu'on a. Hein. C'est un projet, voilà, c'est encore en bêta, c'est encore moins près que ce que je vous montre jusque-là. Mais en gros, on va pouvoir discuter commit par commit et plus de la PR en globalité. Chaque commit a un intérêt, doit avoir forcément quelque chose, et il doit être le plus propre possible. Si je ne suis pas d'accord sur un commit, il va falloir le modifier directement. Et pour ce faire, on va faire des force push du commit en déplaçant les choses quand on les a modifiées. Alors, encore une fois, il faut en parler et le faire pour se rendre compte. Mais là, on voit par exemple qu'il y a eu un force push. Et je vais pouvoir vérifier de ce qui s'est passé entre ce que j'avais à la base, ce que j'avais dans le commit d'avant, est-ce qu'il a bien fait la modification que je lui ai demandé, etc., etc. Ce qui fait que ça va lisser l'historique et qu'à la fin, quand je vais vraiment faire mon merge final de ma PR, l'historique il sera propre, il sera nickel. Et on aura gardé l'historique de ce qui s'est passé. On n'aura pas besoin de squash pour avoir un historique propre. Et ça, il faut le voir comme une surcouche qui se met avant la notion de PR, par exemple, de GitHub, sachant que maintenant, ils ont deux cibles. Depuis la semaine dernière, ça a évolué récemment. Il y a aussi bien GitHub que GitLab. Cette notion de gestion de PR propre à GitHub, elle est en amont de votre solution, de votre plateforme finale. C'est ça. Et une petite nouveauté encore, petite UI qui va changer bientôt. Je vous spoil pas trop. Ça va changer pas mal de choses au niveau présentation, mais c'est encore en bêta. Donc les avantages de Git Butler, pour aller vite, on l'a vu, c'est des branches légères et flexibles, on peut en créer autant qu'on veut, on peut annuler la création des branches, on peut aller en avant, en arrière, on peut réorganiser les commits dans tous les sens. On va de ce fait avoir un changement de contexte rapide et facile, on va pouvoir suivre le rythme des demandes qui vont nous arriver, aussi bien des features que des fixes, des besoins métiers, des changements de pied, wording, etc. qu'on connaît au quotidien. On va réduire les conflits de merge qu'on a sur nos différents projets. Vous avez vu, le rebase, par exemple, se fait de manière transparente, et s'il y a un conflit, il ne bloque pas le reste du travail. Et au final, pour prendre cet outil en main, on ne va pas avoir besoin de autant de connaissances de Git pour démarrer que ce qu'on aurait notamment avec un Gitflow standard. Malheureusement, il y a quand même des inconvénients. Cet outil, il n'est pas du tout fait pour travailler en local avec Git. Moi, personnellement, j'aime bien des fois travailler en local avec Git sans avoir de branche origine. Là, on est obligé d'avoir soit un GitHub, soit un GitLab. C'est acté. Le Gitflow, comme on l'a vu, il n'est pas adapté, donc on est obligé de faire des combines si on veut vouloir adapter un Gitflow. À terme, on n'en aura plus besoin avec le Git Butler Flow quand on y sera. L'intégration des hooks. Alors, on n'a pas eu le temps de vous en parler, mais avec toute la surcouche qu'il fait, en fait, il est obligé de désactiver les hooks. Par exemple, étant donné qu'il fait des commits intermédiaires qui n'ont pas forcément les noms prévus par la convention de nommage, etc., lui, il va les désactiver. Il y a moyen d'en activer, mais ça reste une problématique. Ils sont en train de résoudre. C'est un projet essayer de résoudre. Ouais. Alors à savoir, c'est que l'hybridation est possible quand même. On a dit que le Gitflow n'était pas adapté, mais Yann Thomas est bien placé pour savoir qu'au quotidien, ça peut fonctionner quand même. Donc on peut repasser par la ligne de commande ou un autre GUI, puis revenir dans le mode Git Butler pour pouvoir continuer la gestion facilitée. Il y a une équipe qui est très très disponible. Ils sont en mode bêta avec des releases assez fréquentes. On peut leur pousser des suggestions, on peut leur pousser des PR. C'est un projet open source, donc vous pouvez participer. C'est du Rust derrière et du Svelte, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est vraiment une application qui est intéressante et qui est très vivante.
Pour la prise en main, on a vu que c'est un choix individuel. N'importe qui peut l'utiliser ou pas. C'est un GUI. On peut utiliser celui qu'on veut. Si on préfère Fork, si on préfère le terminal, pas de problème. La mise en place, elle est facile. En quelques clics, on a vu. Franchement, c'est évident. Et le retour arrière, il est tout aussi simple. Il suffit de détruire les branches qu'il a créées qu'on n'utilise pas. Et un peu plus si on veut vraiment être propre. Mais on va se limiter à ça pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas un choix sans retour. C'est pas un choix sans retour voilà. et il est individuel. Ce n'est pas une obligation. N'hésitez pas à l'essayer. Alors What's Next, c'est ce qui est dans la roadmap. La roadmap, elle est consultable sur le Discord notamment, donc vous pouvez voir ce qui va être poussé comme nouvelle fonctionnalité. Le flow de review qu'on vous a montré très rapidement, il est en train d'être finalisé, donc il va bientôt être complètement utilisable. Vous pouvez en attendant continuer à utiliser les PR de votre GitHub par exemple. Le nouveau graphisme V3 dont on a parlé qui va casser un peu l'interface. Normalement ça va aller dans la simplification, il n'est pas encore utilisable suffisamment malheureusement. Puis après on parle d'une CLI, on parle d'extension VS Code, peut-être JetBrains, on ne sait pas, à voir. Alors nous, c'est Yann Thomas Lemoine pour ma part, Tech Lead AppSiteTop, membre d'Angular Dev France, cofondateur de NG Baguette, et je suis aussi sapeur-pompier volontaire, parce que j'ai peur de m'ennuyer. Et moi, je suis Guillaume Forger, donc chef de projet technique chez AppSiteTop aussi. C'était ma première conférence, et on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire un feedback, et à venir nous voir. Merci à vous.